Mme Dutrojac. Merci au HEC, à Mosaïque, pour cette belle invitation. Je suis vraiment contente d'être là. J'ai la chance, à mon travail, de voyager un peu partout, de faire des conférences à différents endroits dans le monde, mais très rarement ici. En fait, ce n'est que ma deuxième expérience à Montréal et en français. Donc, je suis très contente et très excitée. Je suis ici pour vous parler d'innovation. Je n'ai pas la prétention d'en faire un cours théorique, loin de là. Je pense qu'en ces murs, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire. Ce que je pensais discuter avec vous, c'était plutôt des exemples concrets de l'industrie, des projets qu'on a faits chez nous et dans d'autres industries qui ont stimulé les idées, qui ont apporté de l'eau au moulin pour innover. Ici. Donc, je vais commencer avec une statistique. Le 3 milliards. Il y a actuellement sur la planète 3 milliards de gens qui ont accès à Internet. On prévoit que ce 3 milliards-là va s'ajouter à un autre 3 milliards dans les 10 prochaines années, qu'on va être 6 milliards dans 10 ans à avoir accès à Internet. C'est une statistique qui est vraiment importante pour les télécoms et pour l'industrie des technologies, parce que ce que ça veut dire, c'est que ces 3 milliards-là, dans le fond, ils viennent des pays qui sont présentement en développement. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher l'autre partie du monde pour l'intégrer au phénomène d'Internet. On va être capable d'aller chercher des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à ces services-là. Ce que ça veut dire concrètement, qu'on pense à l'industrie de l'éducation en ligne, de pouvoir offrir à ces 3 milliards de personnes-là dans les pays sous-développés, d'avoir accès à une éducation de qualité. Ça change vraiment la force de travail du monde entier. Que ce soit les services de santé. Si on pense que dans les 10 prochaines années, on va être capable d'offrir des services de santé à des gens en Amérique du Sud où il n'y a pas accès à des médecins, mais qui puissent être soignés en ligne, ça change aussi beaucoup la donne. Ça crée énormément d'opportunités et de nouveaux modèles d'affaires pour tout le monde entre nous et pour eux aussi, que ce soit l'accès à des services bancaires. Dans les dernières années, on a beaucoup parlé du microfinancement pour les femmes dans les pays en voie de développement. Dans le fond, avec l'accès à Internet, ce qu'on leur donne aussi, ce n'est pas juste des sous, mais des moyens de pouvoir offrir le paiement en ligne, de pouvoir aussi promouvoir ce qu'elles font à plus que leur petit village, dans le fond, mais à toute la région. Donc, c'est par leur appareil mobile que la plupart de ces gens-là vont accéder à Internet. Donc, tout ce qui est relié à nouvelles applications, nouveaux services mobiles, c'est là où va se trouver à être la plupart des futures idées. Facebook l'a déjà compris. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, depuis 2 semaines, quand on écoute la télévision, il y a déjà des annonces de Internet.org où Facebook se positionne vraiment au niveau d'être celui qui va ouvrir l'Internet au monde entier. Il y a même d'autres grands joueurs aussi qui s'y intéressent. Si on pense à Google, Google a un projet actuellement qui s'appelle Loon, qui est des énormes ballons qu'ils installent au-dessus des villes dans les pays émergents pour donner accès à Internet à tous ceux qui sont couverts. C'est comme une grosse borne Wi-Fi. Facebook fait la même chose aussi. Facebook est en train de tester, pas d'installer, mais ils sont en train de tester des drones un peu partout à certaines villes aussi pour pouvoir offrir l'accès à Internet. On pourrait penser que Google, Facebook et d'autres, parce qu'il y a plusieurs autres projets qui existent où on transforme des objets conventionnels en bornes Wi-Fi. On pourrait penser que ces gens-là, ces entreprises-là font ça pour pouvoir monétiser la connectivité. Un peu comme Vidéotron ou Bell font ici. Dans le fond, ils nous chargent pour pouvoir avoir accès à Internet. Ce qui n'est pas le cas. Ces modèles d'affaires-là, même si c'est super coûteux, ils ne le font pas pour aller chercher l'argent relié à l'accès. Ils le font vraiment selon le principe qu'ils vont chercher des eyeballs. Ce qu'on appelle dans l'industrie des eyeballs, c'est qu'ils vont chercher des gens qui regardent l'Internet via eux. La force de ça, c'est qu'en retour, revendent cette valeur-là de eyeballs, de groupe de eyeballs, ils les revendent à ceux qui veulent annoncer aux publicitaires. Ça a une grande valeur. Si vous prenez l'exemple de l'Inde, par exemple, de pouvoir dire « j'ai 2 milliards d'Indiens qui ont accès à Internet via mon service, qui n'avaient pas accès avant, donc il n'y avait pas moyen que vous les rejoigniez autrement,
moi, je suis allée les chercher. Donc, si vous annoncez, vous allez rejoindre ces 2 milliards d'Indiens-là. Ça a une valeur inestimable pour ces gros joueurs-là. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi c'est si important, dans le fond, pour nous? C'est que, étant une entreprise en télécommunication, tous ces enjeux-là sont importants. Donc, je vais vous parler de Tata Communications. Ce n'est pas juste une salle à côté de la cafétéria des HEC. C'est aussi une entreprise de 3,4 milliards de dollars, une entreprise internationale. On offre des services de transmission de télécommunications. En fait, ce que c'est, si vous pensez aujourd'hui à un exemple concret autour de nous, soit à Bell ou à Rogers, à Vidéotron, ils ont des réseaux nationaux. Donc, ils offrent des services de télécommunications à l'intérieur des frontières. À partir du moment où vous appelez à l'étranger, ou vous accédez à des sites web étrangers, ou du contenu qui réside ailleurs, ou transigez, ou même de la télévision, tous ces signaux-là, mobiles, ces signaux de télévision-là, ou le data sur Internet, qui viennent de l'étranger, est transporté sur un réseau international. Tata Communications est le plus gros réseau de câbles sous-marins au monde. Ce que ça veut dire, c'est on est le leader au niveau de la voix, donc le plus gros joueur de transmission de voix. Au niveau de l'Internet, on est 4e. On a 20 de toutes les routes Internet. 20 on pourrait dire, bon, c'est pas tant que ça, mais comme il y a 4 joueurs, 4e, on se partage tous entre 22 et 20 des routes Internet. On se plaît souvent à dire chez nous que si on ferme la lumière, l'Internet tombe. Ça nous remonte le moral. Les types de clients, je vous disais, c'est des Bell Canada, des Rogers, un peu partout dans le monde, dans tous les pays. Donc, c'est un nombre limité, si on veut, de clients, mais c'est aussi les nouveaux joueurs, Google, Facebook ou LinkedIn, et certaines grandes entreprises. Donc, pour nous, si on veut croître dans le futur, il faut aller chercher les marchés où il y a une croissance de trafic. Et c'est pour ça que pour nous, le 6 milliards est si important dans notre croissance. Il faut se forcer à penser autrement, à stimuler l'innovation chez nos gens par différents exercices qu'on va discuter, différents projets concrets pour vraiment s'assurer qu'on est à l'avant des idées de l'interne et de l'externe pour innover. Donc, j'ai 5 concepts à discuter avec vous pour stimuler les idées. Le premier est au niveau de... je ne vous ai pas parlé de Tata, le groupe. En fait, le groupe, vite, c'est un groupe de 100 milliards de dollars. C'est un énorme consortium indien dont nous, on fait partie. Il y a 100 entreprises, on est une des 100 entreprises. Il y a certains logos que vous connaissez, c'est très diversifié. Ils sont dans toutes sortes d'industries. Donc, mon premier concept, Celebrity Customer Experience. C'est un concept qui ramène l'expérience client parce que je crois que pour innover, il faut chercher à améliorer l'expérience que nos clients ont avec nos services ou nos produits. C'est un bon filon pour trouver des nouvelles idées. Cet exemple-là, ce concept-là ne vient pas de moi, il vient de M. Jeffrey Ram. Et je trouvais ça vraiment intéressant de le partager avec vous. J'ai assisté à sa conférence l'année dernière à Londres. Et la façon comment ça s'est passé, c'est qu'il est devant un auditoire de gens d'affaires de Londres et tout le monde est installé. Et là, il leur demande, vous, est-ce que vous êtes satisfaite de votre expérience client? Il y a quelques mains qui se lèvent. Et ceux qui sont vraiment convaincus de leur expérience client. Un petit peu moins de mains qui se lèvent, mais il y a une madame assise en avant, les 2 bras dans les airs, est convaincue qu'elle, son expérience client est extraordinaire. Il l'a fait monter sur la scène. Il lui dit, mais madame, parlez-nous de votre expérience client, dites-nous qu'est-ce qui fait que la vôtre est si spéciale. La dame, elle prend le micro, puis elle dit, moi, j'ai une boutique de vêtements à Londres, mon expérience client, elle est vraiment bien parce que, quand les gens arrivent, je leur sers un café. Et puis, j'ai des sofas, j'ai une section pour que les enfants puissent jouer. Mes vendeuses sont vraiment expérimentées, connaissent les dernières tendances, connaissent bien l'inventaire, peuvent faire des conseils, vraiment conseiller les dames de façon exceptionnelle. C'est vraiment un super service. Et là, M. Ram, de lui dire, d'accord,
Si je vous dis que demain matin, Taylor Swift et Bruno Mars vont visiter votre magasin, qu'est-ce que vous changez? Et là, en 5 secondes, la dame, elle a une tonne d'idées. Là, elle part. Elle dit, bon, ben là, mais moi, je vais changer le tapis, parce que le tapis, là, est vraiment dû. C'est peut-être pas une bonne image du tout. Il faut que je change ma machine à café, parce que oui, je sers du café, mais mon café, c'est pas extraordinaire. Après ça, les dames qui sont à ma boutique, oui, sont effectivement très connaissantes, mais ne sont pas habillées de la dernière mode, ils n'ont pas mes collections. Vraiment, j'investisse, m'assurer que mes dames représentent ce que j'ai comme inventaire. Donc, la beauté de la chose, c'est qu'en quelques secondes, la beauté du concept, dans le fond, c'est qu'en quelques secondes, la femme a eu plein d'idées. Et ce que j'aime vraiment de ce concept-là, c'est que c'est simple et ça parle à tout le monde. Qu'on fasse n'importe quoi dans une organisation, qu'on soit responsable d'un peu n'importe quoi dans une organisation, on peut réfléchir à « Ah oui, si Guy Laliberté m'appelle pour me dire qu'il veut me parler de mon site Web, qu'est-ce que je ferais de différent dans mon site Web? Ou si Madonna. Parce que j'avais choisi Taylor Swift puis Bruno Mars parce que je me disais, oh, l'audience est plus jeune. Mais une audience plus vieille, j'aurais dit Madonna et John Travolta, peut-être. Mais, fait que dans le fond, c'est vraiment de se dire. Il y a quelques-unes de mon bord plus Madonna. Mais dans le fond, c'est vraiment que vous preniez n'importe quelle vedette des affaires ou célébrité du monde artistique. C'est vraiment de réfléchir à ce que vous offrez comme expérience client, ce que vous avez comme produit d'une façon différente et un peu rafraîchissante. Mon deuxième exemple, deuxième concept. On reste un peu dans l'amélioration client. C'est un exercice qu'on a fait, un projet concret pour améliorer l'expérience client avec une de nos interfaces clients. C'est un défi qu'on a fait dans le cadre de C2 Montréal l'an dernier. Pourquoi C2 Montréal? C'est une belle vitrine qui marie créativité et commerce. C'est aussi parce qu'on fait des choses un peu partout dans le monde. J'avais le goût de faire quelque chose à Montréal. L'équipe est ici, donc c'est important pour moi de participer à la communauté. Fait qu'on on a choisi C2 Montréal pour faire ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mandaté 15 de nos top designers montréalais et de Trois-Rivières, parce que j'ai appris qu'un des participants était dans l'équipe de M. Roy. Donc, on leur a donné un défi. On leur a montré notre interface d'un produit de collaboration. Le produit de collaboration, ça l'offre la vidéoconférence, les outils de partage de fichiers en ligne, les outils de travail en collaboration. Et on leur a demandé de soumettre des projets pour revoir ces interfaces-là, le UX de ces interfaces-là. Ça a été super intéressant. Pendant 48 heures, ils ont chacun travaillé. C'était 5 équipes de 3 designers. Et ils ont apporté toute une nouvelle vision de ce qui avait été fait par une équipe, dans le fond, parce que souvent, les entreprises, on travaille avec une équipe de design. Là, on avait les points de vue de plusieurs équipes pour amener la réflexion beaucoup plus loin. Il y a eu 2 équipes gagnantes. Une équipe est venue la fin de semaine suivante avec nous à la F1 et la grande équipe gagnante est venue avec nous à Infocom à Las Vegas où ils ont pu présenter leur projet à plusieurs gens dans l'industrie. L'autre concept, allez-vous le refaire? On est en train de réfléchir quelle sorte de défis on fait. Les hackathons. C'est un concept qui n'est pas nécessairement nouveau, mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce que tout le monde est familier avec ce que c'est qu'un hackathon? Non? Bien sûr! Ce que c'est qu'un hackathon, dans le fond, c'est comme un marathon de développeurs. On met des centaines de développeurs, dans notre cas, c'était 200. On met plein de développeurs ensemble, on leur donne un défi de programmation. Et ils ont 48 heures pour développer des idées, programmer des choses, arriver avec des nouveaux modèles d'affaires par rapport aux défis qu'on leur a donnés. On en a fait 2. On en a fait un entre Londres et Silicon Valley sur le Big Data. Et on en a fait un entre Silicon Valley et Bangalore sur aussi nos outils de collaboration l'an dernier. Ce qu'on était très fiers, c'est que c'était la première fois que se faisait un hackathon en simultané dans 2 endroits différents du monde. L'hackathon est assez répandu à Silicon Valley. En fait, il y en a tellement que les gens peuvent gagner leur vie à faire juste des hackathons.
Ici à Montréal, le concept a commencé depuis 2 ans. C'est un peu moins répandu, mais on voit que de plus en plus de gens se tournent vers ce qu'on appelle le crowdsourcing pour aller générer des nouvelles idées. Ce qui m'amène à un exemple québécois que je trouve intéressant de crowdsourcing communautaire, si on veut, c'est la Chambre de commerce en Abitibi, qui a mis en place un portail, dans le fond, où les gens d'affaires de la région peuvent poster leurs problèmes, leurs défis, et les autres membres, gens d'affaires autour d'eux, peuvent participer et leur suggérer des solutions à leurs problèmes. Donc, c'est vraiment d'aller chercher l'aide, et ça fait du sens, parce que dans une région comme l'Abitibi ou le Saguenay ou la Gaspésie, ils sont peu en compétition entre eux. Donc, ils ont tous avantage à s'aider et à résoudre les problèmes ensemble. Je crois que c'est un concept intéressant. Nos gagnants d'hackathon, qu'est-ce qu'on a fait avec? On leur a offert, les 3 équipes gagnantes par hackathon, on leur a offert d'incuber leur idée. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'incubation de nouvelles entreprises, de nouveaux startups. Donc, on a travaillé avec eux pendant 3 mois à incuber leur idée. Et il y a des idées qui ont été intégrées au sein de notre offre de produits. Il y a des idées qui sont parties par elles-mêmes et qui vont être offertes sur le marché dans les prochains mois. L'efficacité numéro 1 du hackathon, c'est la quantité, le volume d'idées que ça génère, plus qu'autre chose. Donc, n'importe quel autre modèle, c'est vraiment son attrait principal, c'est la quantité d'idées. La prochaine idée, c'est Shape the Future. Là, on revient à l'interne. C'est une création d'idées, innover, développer des nouveaux concepts pour l'interne. Au départ, l'idée vient d'une conférence de presse où le président CEO du grand groupe Tata, M. Ratan Tata, pour ceux qui ne connaissent pas, Ratan Tata a pris sa retraite l'an dernier, mais c'était, avant qu'il parte, probablement l'homme le plus influent de l'Inde. Actuellement, en Inde, ils ont un premier ministre qui a de l'allure et qui prend sa place et tout ça. Mais avant lui, les autres étaient plutôt effacés et Ratan Tata prenait beaucoup de place au niveau du domaine des affaires et du milieu politique. Donc, quand il a pris sa retraite, la conférence de presse était bondée de journalistes du monde entier, de gens économiques d'un peu partout par l'importance du groupe. Et ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a donné un défi à son successeur, qui est Cyrus Mistry, qui est aujourd'hui à la tête du groupe. Il lui a dit devant tout le monde, je te donne le défi de croître les revenus par 10 pour les 10 prochaines années. Ça veut dire, quand c'est des revenus de 100 milliards, ça veut dire 1000 milliards en 10 ans. Vite, ce que ça a fait, c'est que Cyrus Mistry s'est retourné vers ses 100 entreprises et il leur a dit, bon, ben, comment allez-vous contribuer à ça? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Et nous, on s'est rassemblés, on s'est posé des questions à savoir comment nous, on pouvait contribuer à ça. Il y a un montant de ça qu'on va être capable de combler par ce qu'on connaît. Donc, c'est X. Ce qu'on va être capable de faire en ayant de la croissance par rapport à notre expertise, lancer des nouveaux produits dans nos expertises, aller chercher des nouveaux marchés, mais avec ce qu'on connaît. Mais c'était que X. Il fallait aller chercher un autre Y, qui était tout ce que l'on ne connaissait pas, qui allait nous permettre d'atteindre, dans notre cas à nous, c'est le 30 milliards. Donc, on s'est dit comment on peut y arriver. Il y a toutes sortes d'aspects qui ont été regardés, entre autres, Shape the Future, qui est Façonnons l'avenir. C'est des défis qu'on a donnés à nos employés. On les a invités à suggérer des nouveaux modèles d'affaires pour aller chercher de nouveaux types de revenus. Donc, on a 7000 employés chez nous. On a reçu des centaines de soumissions. La première fois, c'était un petit peu plus discret. On a fait 2 rondes à date. La deuxième ronde, on a eu un taux de participation incroyable et on s'attend à avoir beaucoup de participation à la troisième, parce que là, les gens voient ce qui se passe. Ce qu'on fait, c'est que dans le fond, on crée des startups internes. Donc, les gagnants sont... c'est le rêve un peu parce que tu es financé au sein de l'entreprise et donc il n'y a pas de risque, comme un start-up sans risque. On s'occupe aussi de nos gagnants. Une des choses qu'on a fait, on les a amenés pendant une semaine à Silicon Valley,
où on leur a offert de rencontrer Tesla, Google, LinkedIn, mais aussi rencontrer des investisseurs pour qu'ils puissent apprendre à comment pitcher une idée, comment aller chercher des fonds, quels sont les moyens les plus efficaces. Donc, ça aussi, ça a beaucoup de succès au niveau des employés parce qu'ils voient que, dans le fond, au niveau de la direction puis des exécutifs, ils y croient puis ils s'investissent dans l'idée. La prochaine édition va avoir lieu en juin. Donc, on va refaire l'exercice encore. Je suis fière aussi par rapport à ce projet-là parce que c'est 7000 employés dans le monde, mais maintenant, à Montréal, on est presque 300. Dans les 2 cohortes, à date, la première cohorte était de Montréal, ceux qui ont gagné. La deuxième, c'est une équipe de plusieurs pays, mais dont une personne est ici à Montréal. Donc, ça, on est bien fiers de ça. Prochain exemple. Un modèle aussi qui aide beaucoup à générer des idées, c'est les banques de développeurs d'idées. Et il y en existe de toutes sortes sur Internet. Je voulais vous en parler d'un exemple que moi, j'utilise et que je trouve vraiment pertinent, qui est MoFilm. MoFilm, c'est une banque de créateurs vidéastes publicitaires dans le monde. Ils sont des dizaines de milliers. Je pense qu'ils sont 25 000 personnes. Ils ont accès à 25 000 vidéastes dans le monde entier. La façon dont ça fonctionne, pour un annonceur, mettons, on prend comme nous, on leur soumet notre idée marketing, notre campagne et tout ça, et MoFilm la transmet à ces 25 000 vidéastes-là un peu partout dans le monde, s'ils sont intéressés à produire une vidéo selon ce concept-là. Donc, on reçoit des centaines de réponses de vidéastes qui ont des idées de « oh, on préfère une vidéo comme ça, comme ça ». Et on en choisit habituellement 5 à 6 pour aller en production. C'est sûr que c'est un concept qui n'est pas très dispendieux, mais je pense que son attrait numéro 1, ce n'est pas nécessairement que ça soit pas cher. L'attrait numéro 1, c'est la diversité de l'input. C'est que là, c'est tellement plus riche quand on y pense que de travailler avec une agence locale dans un pays X. Là, on a l'apport de gens de partout dans le monde, de différents pays. Et lorsqu'on fait des campagnes marketing qui s'adressent à plusieurs régions du monde, d'avoir la chance d'avoir cet input-là d'un peu partout, cette vision-là, différentes cultures, ça a une très grande valeur. Je ne sais pas si vous saviez, je l'ai peut-être mentionné un peu au début, on est partenaire de la Formule 1. Tata Communication est le partenaire officiel technologique de la F1. Ce que ça veut dire, c'est que pas juste la F1, pas la course de Montréal seulement, mais toutes les courses, on s'occupe de retransmettre, merci Marc-Claude, on s'occupe de retransmettre toutes les données des différentes courses à travers le monde vers les usines. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on transmet en 0,25 secondes les données. On le fait aussi pour Mercedes Petronas. Ça va être un exemple un peu plus concret pour vous. On est aussi partenaire avec Mercedes Petronas. Donc, on ramène l'information, toutes les données des sensors de la voiture, les données qui sont prises sur site, on les ramène à leur usine au UK en 0,25 secondes, ce qui est 3 fois plus rapide que les autres écuries. Et là, ensuite, je vais aller enfiler et vous dire qu'ils ont gagné l'an dernier le championnat. On ne sait pas si on aura... Mais c'est certain que ça a une relation parce que le nombre de personnes qu'ils peuvent avoir sur site est limité. Ils ne peuvent pas arriver à 500 personnes. Donc, ce qu'ils font, c'est que les gens qui sont sur place, ce sont des collecteurs d'informations et l'information est retransmise à l'usine du UK, dans le cas de Mercedes Petronas, pour être traitée, analysée et ils renvoient leurs instructions ici à Montréal ou à Dubaï ou à Melbourne. Donc, nous, c'est un rôle qu'on joue avec eux. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que le prochain exemple que je vais vous parler, et le dernier des 5 exemples, c'est que ce n'est pas tant un exemple de créativité au niveau de nouvelles idées, mais c'est un cas marketing intéressant qui démontre que faire autrement, ça peut rapporter. Dans le monde de la F1, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont fans, mais il y a énormément d'argent qui est dépensé. Pour avoir un tout petit peu de visibilité dans la F1, on paye des prix de fou,
qui ne sont pas à la hauteur du budget marketing que j'ai, malheureusement. Donc, pour pouvoir être vu soit à la télévision ou vu sur les sites, c'est énorme. Donc, nous, on avait le défi de se dire comment on peut faire ça différemment des autres pour pouvoir ressortir dans le monde de la F1. Et on a eu cette idée de faire un prix en coopération avec Mercedes Petronas, la F1 et Tata Communications. Et je vous parlerai des résultats. Après, on a un petit film pour vous expliquer l'idée. Hello, I'm Martin Brundle. Technology, data and connectivity are the lifeblood of Formula One. As the official connectivity provider to Formula One, Tata Communications is launching an initiative to embrace international brainpower in the quest to solve technical and design challenges that will foster and reward innovative and creative thinking. Welcome then to the F1 Connectivity Innovation Prize, a groundbreaking new initiative that will see the grand winner awarded a cheque for $50,000, with runners-up receiving VIP trips to the 2015 Formula One Monaco Grand Prix. Judging the competition are Formula One World Championship winner Lewis Hamilton, Paddy Lowe, the Technical Director, Mercedes-AMG Petronas F1 team, Formula One Management's Chief Technology Officer John Morrison, Tata Communications Managing Director of F1 Business Mehul Kapadia, and me. The first challenge will be officially launched in the run-up to the 2014 Formula One Santander British Grand Prix and will involve a design evolution of the sport's display of live data provided by Formula One management. To register yourself for the challenges, visit www.tatacommunications.com/F1 Prize and follow us on Twitter @Tata_com. Good luck, and perhaps I'll see you next year at the Monaco Grand Prix. Comme je vous disais, la beauté de cette idée-là, et c'est le cas marketing derrière, c'est d'avoir pensé d'annoncer à la F1, d'être visible autour de la F1, différent de ce que les autres faisaient. Quand on regarde les chiffres, on a dépensé, dans le fond, de notre côté, 50 000 $ pour le prix. Tout le reste, c'est fait en ligne, sur les médias sociaux, avec les employés que l'on a. On a été repris dans 144 journaux à travers le monde. Donc, on a vraiment eu une couverture mondiale avec ce défi-là. Il y a eu 20 000 downloads du vidéo et du formulaire de soumission. On a eu 252 soumissions et ils sont très dispersés dans le monde. On a 5 % au Canada, on en a eu 15 % aux États-Unis, c'est à peu près autour de 10 % un peu partout où la F1 est importante. La beauté de la F1, c'est vraiment un sport international, donc c'est pour ça que c'était intéressant pour nous de s'y associer. Et je pense que la donnée qui est intéressante, c'est qu'il y a eu 15,7 millions de vues sur ce programme-là pour 50 000 $, ce qui était un bon investissement de notre part. Donc, en conclusion, qu'est-ce que c'est qu'innover pour Tata Communications? Ça a été de prendre des risques, ça a été de se forcer à penser différemment, à essayer de nouveaux modèles, à chercher à améliorer l'expérience client dans toutes sortes de choses que l'on fait, à sortir des sentiers battus, mais tout en restant qui nous sommes.